Juste avant d'enregistrer le dernier numéro de Bistro Liberté, pour l'année 2017 bien sûr, je voudrais vous dire un grand merci pour votre mobilisation en faveur de TV Liberté, la première chaîne audiovisuelle alternative de France. Oui, vos impôts vont à vos idées. Elles constituent cette formidable communauté que nous formons tous ensemble, une véritable communauté de résistance. Cette mobilisation, elle est en tout point remarquable, mais je vous dois la vérité, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, il faut poursuivre cet effort, il faut même l'amplifier rapidement avant le 31 décembre. 31 décembre qui est aussi la date butoir qui doit figurer sur votre chèque de don à l'ordre de ASNA, A-S-N-A. Je vous l'ai déjà dit, pour nous, votre don, c'est vital. Pour vous, eh bien, c'est l'assurance, une assurance forte de pouvoir mettre vos idées à l'abri pour l'année 2018. Alors, dans cette dernière ligne droite, je compte sur vous encore et encore. Bonne fête à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Au programme aujourd'hui, la droite peut-elle encore sortir la tête de l'eau ? Échec à la présidentielle, échec aux législatives, défection en pagaille et division, pas de doute. Vous êtes à droite. Après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, les doutes quant à sa capacité de rassembler résonnent déjà rue de Vaugirard. Et du côté de Marine Le Pen, les fantômes du débat et de Florian Philippot continuent de hanter les murs du carré. Au milieu de tout cela, les personnalités qui y vont de leurs commentaires sont légion. Alors quel chemin emprunter pour sortir de ce champ de ruines? C'est ce que nous allons voir avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre des Transports sous la présidence de Nicolas Sarkozy et François Fillon était Premier ministre. Vous êtes aussi ancien député, d'abord de Vaucluse, puis de la 11e circonscription qui correspond à la Russie, une partie de l'Asie. Oui, les Français de l'étranger. Voilà. Évidemment, vous êtes aux Républicains, vous êtes d'ailleurs membre du bureau des Républicains et vous étiez aussi, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, on en entend moins parler, la tête de la droite populaire. Ça, c'est un peu en sommeil parce que c'est vrai que les courants n'existent plus au sein des Républicains. On va voir ensuite comment tout ça se passe. Et puis, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on a gagné idéologiquement, même si on n'existe plus. À l'époque, quand on avait lancé la droite populaire, c'était pour dire quoi? C'était pour dire, après un peu le virage centriste de Sarkozy, parce qu'il y avait une campagne de 2007, c'était un peu les thèmes nationaux, le Karcher, l'immigration, etc. Après, on avait eu complètement une autre ligne. La droite populaire, c'était là pour dire la droite doit exister, c'est ce qui nous a fait gagner. Et finalement, je constate que le discours de Wauquiez est au moins dans ce sens. Donc, qu'on existe ou non, en tout cas, pour le moment, c'est la ligne qu'on défendait qui est reprise. Alors, en tous les cas, malheureusement, en 2017, vous avez fait les frais de la vague de La République En Marche, puisque c'est la candidate de La République En Marche qui a été élue dans votre circonscription. On va voir quand même que les Républicains ont beaucoup souffert dans cette période, avec François Fillon d'abord à la présidentielle, puis ensuite aux législatives. Et évidemment, une personnalité que vous n'avez pas évoquée, mais que vous avez presque évoquée en y pensant, avec cette importance de la droite et évidemment cette ligne qu'avait portée Nicolas Sarkozy en 2007. Cette personnalité, c'est Patrick Buisson, et je vous propose de voir ces quelques mots qu'il a prononcés après la présidentielle. Il n'y a pas d'autre stratégie que celle d'un désenclavement sociologique du bloc traditionnel de droite par la jonction du vote des catégories populaires. C'est cette alliance victorieuse des forces conservatrices et de l'électorat populaire qui fut à l'origine du succès du RPF en 1947 lors des municipales, qui fut à l'origine
du retour de pouvoir et du triomphe électoral du général de Gaulle en 1958 et qui fut à l'origine du succès de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'y a pas d'autre équation électorale qui ait fait à ce jour ses preuves autres que celle-là. Cette synthèse, cette alliance entre le conservatisme et le populisme, elle ne peut être enclenchée et impulsée que par un grand mouvement conservateur qui reste à construire. Emmanuel Macron est en train de nous y aider. Soyons-lui reconnaissants pour le concours bénévole, pas tout à fait désintéressé, il est vrai, qu'il nous apporte. Et souhaitons qu'avec la recomposition qui s'amorce, il débarrasse la droite de la cohabitation interne et contre nature qui n'a fait que la paralyser. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Mariani ? C'est exact qu'on est aujourd'hui dans une pleine recomposition. On a un parti, les Républicains, qui d'abord a perdu un certain nombre d'individus qui visiblement ont choisi plus leur carrière que leurs convictions. On en a d'autres qui s'apprêtent à partir. Je veux dire, quand j'entends par exemple Christian Estrosi, la question c'est pas de savoir s'il va partir, c'est quel jour. Voilà. Et on voit très bien que on a l'impression quasiment que chaque président de région désormais se croit dans sa baronnie, impose ses conditions, etc. Donc j'allais dire, oui, à la limite que ceux qui veulent partir partent au plus vite. Voilà. Et puis après, on pourra peut-être construire... C'est pas un problème, ça, qu'il y ait une fuite comme ça de cerveau des Républicains Christian Estrosi, Xavier Bertrand avant lui ? Il y a eu des fuites de cerveau et bon, voilà... on ne rit pas. Non, écoutez, je pense que le problème, c'est quand il n'y a pas de cohérence. Voilà. Aujourd'hui, depuis 6 mois, on est un parti où on nous a expliqué, mon Dieu, est-ce que Gérald Darmanin, que j'ai connu la droite populaire, c'est à mourir de rire quand même, que j'ai connu la droite populaire, il me trouvait à l'époque trop à gauche, maintenant il est avec Macron, ou que par exemple Bruno Le Maire soit parti, franchement, c'est au moins une clarification. Voilà, c'est leur choix, je le respecte. Je le condamne, mais je le respecte. Voilà, et je pense que d'autres aussi ont décidé de jouer désormais tout seuls. Parce que finalement, l'élection de Macron, ça fait réfléchir un certain nombre qui désormais croient que finalement, on peut gagner sans parti, sans appareil, sortir de nulle part et gagner la dernière minute. D'autre part, les primaires ont montré que, à la limite, à quoi ça servait d'être chef de parti ou à quoi ça servait d'être dans un parti politique, puisque tout le monde peut voter et qu'à la limite, il y en a, tout le monde peut arriver à la dernière minute. Donc on est dans une recomposition. Si on veut avoir cette recomposition, d'abord il faut une clarification. J'allais dire que tous ceux qui n'ont pas envie de rester partent. La porte est ouverte chez nous et puis voilà. Je constate qu'au Front National c'est pareil. Voilà. Je ne suis pas au Front National, mais au moins je trouve qu'on commence à avoir une ligne qui est un peu plus claire au Front National. Et je pense que dans les deux cas d'ailleurs ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'à mon avis, l'essentiel des électeurs de chez nous et l'essentiel des militants reste. Regardez la très forte participation à l'élection pour Laurent Wauquiez. Et je suis persuadé que, je le trouve sympathique, mais que, à mon avis, Philippot rejoindra... sans méchanceté, les poubelles de l'histoire, comme Maigret à son époque. Décidément, donc, ça fait 2 fois qu'on parle de poubelles avec Florian Philippot, il appréciera le pauvre. Non, mais c'est pas méchant, mais je veux dire qui sera très rapidement marginalisé, voilà. Parce que je pense que, qu'on le veuille ou non, les grands courants, à un moment, restent. Et c'est l'éternel problème quand on est un militant d'un parti. Est-ce qu'il vaut mieux être en dehors dans un groupuscule ou est-ce qu'il vaut mieux être à l'intérieur, quitte par moment à être en désaccord, mais à essayer de peser? Moi, j'ai toujours choisi la deuxième hypothèse. Voilà, peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas, je pense qu'il y a une place pour les grandes formations. Si on veut aller dans les groupuscules, on se fait plaisir, mais ça aboutit à rien. Alors si on revient au propos de Patrick Buisson, qui finalement plaide pour une alliance entre les populistes, si je dois simplifier les choses, les populistes et les conservateurs, est-ce que vous avez l'impression que cette ligne, la ligne que portait Nicolas Sarkozy en 2007, encore une fois, peut être portée par Laurent Wauquiez? Est-ce que tout simplement il en a envie? Et puis est-ce que tout simplement ça fait partie des convictions de Laurent Wauquiez, puisque vous avez travaillé avec lui au gouvernement quand Nicolas Sarkozy était président? Moi j'ai soutenu, je ne regrette pas, Nicolas Sarkozy en 2007. Et je vous le rappelle, ça a été l'un des scores les plus importants de la droite. Et d'ailleurs, la seule fois de ces, je crois, 25 ou 30 dernières années où le Front National est descendu en dessous de 10%. Sauf qu'on a beaucoup déçu. Sauf qu'il ne suffit pas, et c'est toujours le drame de la droite, c'est de tenir un discours à droite jusqu'au dimanche 20h, et après de passer à autre chose. J'avais pris une phrase qui en avait vexé certains, j'avais dit on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Bah forcément, les gens. Mais vous avez eu Kouchner. Oui, on a eu Kouchner et puis on a eu tout un tas d'individus sympathiques. Mais voilà, moi je me souviens par exemple une fois à l'Assemblée, on voulait voter quelque chose, on nous a dit mon Dieu, je cherche le nom du ministre que j'ai déjà oublié, il va quitter la majorité, c'est un symbole. Enfin bref, je pense que chaque fois, le problème, le malheur de la droite en France, c'est d'attendre que la gauche nous note bien.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire, je reviens à votre question, est-ce qu'on doit faire ce rassemblement? À un moment ou à un autre, les gens qui pensent à peu près la même chose devront se rassembler. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde le programme du Front National, j'ai l'impression que c'est le programme du RPR quand j'y adhérais. Et quand je regarde le programme des Républicains, j'ai l'impression que c'est le programme de l'UDF il y a quelques années. Alors heureusement, avec Laurent Wauquiez, les choses sont en train de changer. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui sépare le discours. Après, il y a une diabolisation. Voilà. Il y a une diabolisation où c'est sûr que si je vous disais maintenant il faut faire un accord avec le Front National, immédiatement, c'est un scandale, immédiatement, voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, la droite est dans une sorte de piège. Vous savez, moi je me souviens, avant 1981, malheureusement c'est le privilège de l'âge, quand on disait il y aura un accord avec le Parti communiste et le Parti socialiste, la droite à laquelle j'appartenais avec le RPR disait mais c'est les chars de Moscou qui vont bientôt être sur les Champs-Élysées. Et aujourd'hui on a la même diabolisation imbécile et stupide qui consiste à dire mon Dieu, si un jour il y avait un accord avec le Front National, c'est l'extrême droite, les nazis, enfin n'importe quelle bêtise qui est de retour. Voilà. Je pense qu'il faut se repositionner un peu, prendre du temps. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une union des centres, oui. Il y a une union du camp européen. La question est simple, c'est est-ce qu'on veut rester dans l'opposition pour 15 ans ? Si on ne veut pas rester dans l'opposition pour 15 ans, il faut redistribuer les cartes. Alors justement, cette redistribution des cartes et cette forme d'union des droites, il y a une personnalité qui en a beaucoup parlé, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard. Il avait d'ailleurs convoqué les assises de la droite sous le nom de Haute à droite dans sa ville en mai 2016. Et il n'a pas changé d'avis. Pour lui, cette alliance entre conservateurs et populistes, c'est tout simplement cette alliance entre les Républicains et le Front National, avec des alliances locales, mais aussi des alliances à plus grand niveau. On va regarder ce qu'il nous raconte. Il faut que Marine Le Pen et le Front National changent leur discours sur l'économie, leur discours social. Il est digne de M. Mélenchon. Il faut arrêter de dire des bêtises comme ça. Je veux dire, pour effrayer une partie de l'électorat, pour faire peur, vous savez, à tous ces petits patrons qui font le tissu économique, par exemple, de ma ville, vous continuez à leur dire que le code du travail, ça pose pas de problème. Vous continuez à leur dire que les 35 heures, c'est pas un souci et que la retraite à 60 ans, c'est une bonne idée. C'est tellement en dépit du bon sens. On est quand même plus compatible d'une certaine façon avec un Wauquiez qu'avec une Valérie Pécresse. Il faut quand même pas rigoler. À l'intérieur des Républicains, c'est quand même celui qui a le discours le plus proche des nôtres. Alors vous me direz, c'est pas parce qu'on a les discours qu'on a les actes après. Mais je veux pas lui faire un procès d'intention. On verra, on jugera sur pièce. C'est vrai que jusqu'à présent, Monsieur Wauquiez ne cesse de montrer patte blanche, de dire regardez, je veux pas travailler avec ces fachos, avec ces ennemis de je sais pas quoi. Ça lui passera tout simplement parce que son électorat, sa base, elle est évidemment pleine de bon sens et elle pense, elle, qu'il faut s'allier tous. Si on n'arrive pas à tisser des alliances, en gros, avec une partie de la classe de la France d'en haut, c'est-à-dire certains intellectuels, certains entrepreneurs, certains hommes politiques moins à droite que nous, on ne gagnera pas. Aujourd'hui, personne n'est capable de faire cette alliance-là, pas plus M. Wauquiez que Mme Le Pen. Donc il faut trouver autre chose. La bonne nouvelle, c'est que regardez, il y a 3 ans, on ne savait même pas, ni vous ni moi, qui était M. Macron. Ça veut dire que ni vous ni moi, peut-être on connaît à l'heure qu'il est celui qui portera nos couleurs, ou en tout cas les miennes, dans 4 ans et demi. Alors vous avez une petite idée, Thierry Mariani, qui pourrait porter nos couleurs? Alors c'est Laurent Wauquiez? Écoutez, le problème d'abord c'est de savoir quelles sont les couleurs et si on les porte tous ensemble. Voilà, c'est tout. Dans 4 ans, on verra où est-ce qu'on en est. J'écoutais Robert Ménard. J'ai peu de différence avec ceux qui pensent. Voilà. C'est sûr que d'abord, il y a une clarification nécessaire au niveau des Républicains, il y a une clarification aussi nécessaire au niveau du Front National. Les Républicains, je crois que cette clarification est en cours. Grâce à Laurent Wauquiez, la droite est de retour. Dans le discours, au moins, désormais, les choses sont claires. Il a été élu il y a quelques jours. Attendons, donnons-lui un peu de temps pour mettre en œuvre ce qu'il a annoncé. Côté Front National, le programme du Front National était irréaliste. Effectivement, ça me rappelait le programme de l'Union de la gauche. Donc là aussi, il y a une clarification à avoir. Et puis après, on verra. Alors, il y a des mots qu'il ne faut surtout pas prononcer, parce qu'immédiatement, vous vous faites lapider. Du coup, on va les prononcer. Alliance, c'est accord. Mais je pense d'abord qu'il faut que chacun à droite clarifie ses positions.
soit clair sur certains sujets, notamment tous les sujets régaliens qui nous rassemblent et où nos électeurs attendent qu'on ait une vraie position et où d'autre part il y a une vraie différence avec le programme du président de la République. Et puis après, je pense que les choses se feront naturellement. On est à 6 mois de notre échec électoral. Les prochaines élections nationales, je sais qu'il y a les européennes, mais c'est dans 4 ans et demi. Donc faisons les choses lentement mais sûrement. Alors quand même, si on doit résumer finalement, une droite conservatrice sur les valeurs, économiquement entrepreneuriale, on va dire, avec une inclinaison sécuritaire, on va dire, plutôt limitant l'immigration, ça s'appelle la droite populaire, non ? Mais je vous disais tout à l'heure que les idées qu'on avait défendues à l'époque sont toujours aujourd'hui, je pense, d'actualité. Après, regardez. Je cherchais hier soir la phrase exacte de Philippe Séguin, mais il faut que je la retrouve, mais il disait en clair la gauche et la droite se servent chez le même grossiste au niveau économique qui est l'Union européenne. Quand vous regardez aujourd'hui les programmes de Macron ou de la gauche et la droite, dans les discours, il y a peu de différence. C'est-à-dire que tout le monde dit il faut limiter l'endettement. C'est absolument pas ce que fait d'ailleurs le gouvernement actuel. L'endettement augmente. Il faut limiter la dépense publique. Tout le monde le dit. C'est absolument pas ce que fait le gouvernement actuel. La dépense publique continue encore à augmenter. Il faut donner plus de marge aux entreprises, plus de liberté. Le discours est quasiment le même. J'avais presque envie de dire de Valls à Laurent Wauquiez. Front National, j'ai failli le dire, mais avec Philippot, c'était difficile. Voilà. Donc en réalité, aujourd'hui, le vrai clivage, il ne se fait pas là-dessus. Le vrai clivage, et puis d'autre part, c'est pas, excusez-moi, 2 ou 3 points d'impôt de plus, c'est important, mais c'est pas ce qui fait une société. Je crois que le vrai clivage, il se fait sur qu'est-ce qu'on veut être plus tard. On est aujourd'hui dans une société où la population est en train de changer, les problèmes culturels sont en train de naître. Voilà. Moi, j'ai la chance de voyager souvent. J'étais le week-end dernier en Autriche, à Vienne. Pas du tout pour des raisons politiques, je suis allé voir un opéra. Mais c'est vrai que quand vous discutez avec les Autrichiens, quand vous regardez la société autrichienne, il y a une forte différence avec la société française. Et ils vous disent très clairement, excusez-nous, mais on respecte ce que vous êtes, mais on ne veut pas devenir comme vous. Voilà. Et il y a un moment où les Français devront faire ce choix de société. Or, c'est là où il y a le vrai clivage aujourd'hui, pas sur le discours économique. Et par contre, c'est là aussi où il y a les vrais rapprochements possibles. Alors justement, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder quelques Français qu'on est allé interroger pour leur demander ce que correspondait, selon eux, à quoi correspondaient les valeurs de la droite, et s'ils voyaient, eux, une personnalité se détacher. Alors l'intérêt de cette interview, c'est que, bien évidemment, il n'y a pas que des gens de droite. Est-ce qu'une personnalité politique, aujourd'hui, peut rassembler la droite, selon vous ? Non. Aucune. Il n'y a que Macron. Il n'y a que Macron, oui. C'est vrai ? Et vous êtes de droite ou de gauche ? Moi, je suis au milieu. Je suis Macron, moi. Je ne pense pas, non. Même pas Wauquiez ou Marine Le Pen ? Non, je pense pas, non. La politique, c'est un peu la dégringolade. Ce qui peut rassembler la droite, ils ont foutu le camp tous, l'un derrière l'autre. Je m'intéresse absolument pas à la droite, je m'en fous. Plus elle sera dans la merde et plus je serai content. Il y a un peu de tout à droite, surtout en ce moment, il n'y a plus de droite, alors on ne sait pas de quelle droite qu'elle est. Ça va être difficile, hein. C'est éclaté façon puzzle. Moi, je m'en fous de la droite, vraiment. Alors là, si vous saviez, j'en ai vraiment rien à faire, je m'y intéresse pas du tout. Hein. Sinon, pour... Vous êtes de gauche ? Comment ? Non, pas forcément, non. Vraiment, la droite n'existe plus de toute façon. Il n'y a pas de gauche, et ni de droite, et ni de milieu, et ni de tout ça. C'est de la foutaise, tout ça. C'est des gens qui s'organisent entre eux à nouveau pour continuer à garder leur système en place. Tous. Je parle de tout le monde, moi. J'aime pas Wauquiez, j'aimais bien Juppé, mais qui s'en font, ça pique. Juppé, il portait quoi comme valeur qui vous plaisait, alors ? J'ai été un mec bien. En tout cas, les dirigeants politiques de la droite actuellement sont très clivés et clivants. Donc on voit difficilement un rassembleur derrière eux. Et vous êtes de droite ou de gauche ? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que quelqu'un peut rassembler la droite aujourd'hui ? Ça me paraît difficile. Peut-être Valérie Pécresse, parce que c'est une femme, qu'elle est dynamique, qu'elle commence à faire ses preuves à la région Île-de-France. Vous êtes de droite ou de gauche ? Plutôt du centre. Et selon vous, la droite, elle doit incarner quoi comme valeur ? La droite, c'est plutôt des valeurs de sécurité et de libéralisme économique, je pense. Édouard Philippe. Voilà.
Et vous êtes de droite ou de gauche? De droite, madame. La droite, c'est absolument pas uniquement la droite de Laurent Wauquiez, mais c'est aussi une droite libérale sur le plan économique, mais modérée sur le plan des valeurs. Vous êtes de droite ou de gauche? Je suis pas vraiment ni de droite ni de gauche, je soutiens le président Macron, mais je me range pas à droite ou à gauche. Permettez, parce qu'en réalité, quand on analyse aujourd'hui les sondages sur Macron, qui a une cote qui est en train de se rééquilibrer, on s'aperçoit qu'en réalité, il est plus populaire à droite qu'à gauche. Et le paradoxe, c'est, vous voyez, tous ces « je suis d'où, je suis du centre, je suis d'eux, je soutiens Macron ». Voilà. En réalité, on est en train d'avoir notre électorat qui a été littéralement séduit. Voilà, il faut lui rendre cet hommage par Macron, par un discours qui, à terme, va se révéler peut-être loin de la réalité. Mais je trouve que la mystification marche bien. Regardez, en ce moment, on a l'impression qu'il y a des lois très dures qui vont être votées sur l'immigration. C'est le sujet. Mais si vous regardez le budget, les crédits de reconduite des étrangers sans papier à l'extérieur ont été diminués de 7 ou 8%. C'est-à-dire, en clair, on explique qu'on va expulser plus, mais on met moins d'argent. Voilà. Mais pour le moment, ça marche bien. La com est extraordinaire. Et puis, je veux dire, il jouit d'une impunité que tous les anciens présidents doivent lui envier. Moi, je me souviens de cette scène surréaliste où je pense lui, il a expliqué que c'était de l'humour. Moi, je trouve que c'est humiliant pour un chef d'État africain de dire il est allé réparer la clim, etc. Mais Sarkozy aurait fait le 10e de ça. Voilà, déjà avec le discours de Dakar, qui n'était pas stupide, mais on l'a cloué au pilori pendant 5 ans. Macron peut faire n'importe quoi. Je crois que tout passe, les blagues les plus douteuses. Là, j'ai vu qu'il voulait s'acheter un nouvel avion. Tout le monde s'en moque. Mais voilà, il y a un moment aussi où... On peut compter sur Édouard Philippe pour s'en servir, en tous les cas. Oui, voilà. Mais je pense qu'à un moment, je veux dire, l'état de grâce va aussi peut-être... les Français vont aussi réaliser ce qu'il est. En tout cas, cet état de grâce, c'est plus étonnant, mais on peut voir qu'il marche dans tous les milieux, puisque Robert Ménard va nous dire du bien d'Emmanuel Macron aussi. Les quelques mesures, et je pensais qu'il fallait aller plus loin, annoncées par M. Macron et votées par ses députés dans la loi travail, ça va dans le bon sens. Évidemment que ça va dans le bon sens. Ça ne fait pas plaisir au Front National ou à la droite. Peu importe, moi je n'ai pas envie de faire de la politique comme un vieux politicien qui consiste à dire « Ah, c'est lui qui dit ça et c'est mon ennemi donc je suis contre ». Moi, quand M. Macron fait quelque chose de bien, j'applaudis. Moi, je souhaite que M. Macron réussisse. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas fou, je veux que pour mes enfants ça aille mieux, pour mes petits-enfants ça aille mieux. Et si M. Macron il peut apporter une pierre, j'en doute, mais s'il peut le faire, qu'il le fasse et ce sera bien. Regardez sur l'école, le ministre de l'Éducation nationale, et j'applaudis des deux mains, il ne faut pas rigoler. C'est tout ce qu'on demandait depuis des années. Alors parce que ce serait un ministre de M. Macron, il faudrait prendre des gants et dire « Ah oui, mais peut-être qu'il pourrait faire... » Attendez, il a rattrapé en 6 mois ce que les socialistes avant avaient massacré depuis des années. Alors finalement, il fallait attendre Emmanuel Macron pour faire une politique de droite. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Écoutez, Emmanuel Macron, c'est déjà 20 fois mieux que François Hollande. C'est pas dur. Il partait pas, oui. C'est pas dur. Il partait gagnant, quand même. Ensuite, c'est vrai, soyons honnêtes, qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Moi, je faisais partie des quelques députés à l'époque qui avaient dit qu'ils étaient prêts à voter la loi Macron quand il était ministre de l'économie. En disant quoi? C'est constructif avant l'heure. En disant simplement, c'est insuffisant, mais ça va dans le bon sens. Et il vaut mieux 3 pas dans le bon sens, même si on en rêve de 10, que rien du tout. Donc, un certain nombre de lois qui ont été votées, si j'avais été parlementaire, je les aurais votées. Voilà. Mais je répète, sur l'économie et sur la vie de l'entreprise, un certain nombre de principes, en réalité, vous apercevez qu'il y a un très très large consensus. Le vrai clivage, il n'est pas là. Le vrai clivage, il est sur les questions de sécurité, il est sur les questions de communautarisme, il est sur les questions d'immigration, où là, il y a un vrai fossé. Mais justement, sur l'immigration, vous en parliez tout à l'heure, la loi de Gérard Collomb, alors vous dites qu'elle ne sera pas réalisable avec les crédits qui sont alloués aux reconduites à la frontière, mais pour autant, on a le sentiment qu'on a une volonté de vouloir restreindre cette immigration, ou du moins de mieux la contrôler. Oui, mais on attend d'abord, la loi a été à peine présentée, on va voir quand elle sera votée dans quelques mois, mais après, tout propos doit se traduire par des actes. Voilà, si je vous explique que je vais vous inviter au restaurant mais que j'ai 1 euro en poche, il y a un problème. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train... Moi, je constate simplement ce qui a été voté au budget il y a quelques semaines. Je continue à suivre un peu les débats et je constate ce qui est annoncé. Voilà. Après, le discours est... En réalité, là aussi, tout le monde tient le même discours depuis des années, sauf que les actes, très souvent, ne suivent pas. Franchement, mettez François Hollande, Sarkozy, Macron. Qu'est-ce qu'ils disent tous ?
Il faut trier, c'est un mot, clap, je l'annule. Il faut sélectionner les vrais réfugiés politiques et les faux réfugiés politiques. Voilà. Tout le monde dit la même chose, sauf qu'en réalité, on ne fait rien depuis des années. Est-ce qu'on pourrait seulement le faire? Bien sûr qu'on pourrait le faire. Il y a plein de pays qui le font. Je veux dire, le problème aussi, c'est que là, regardez, vous avez aujourd'hui 2 Europes dans ce domaine-là. Regardez ce qui se passe et je vais être peut-être choquant, baladez-vous dans les rues, en Hongrie, en Tchéquie, en Pologne, en Slovaquie, et regardez d'autres pays dans l'Europe de l'Ouest. Vous apercevez que l'immigration est traitée de manière totalement différente. Enfin, là, vous avez cité surtout les pays du Visegrad, donc forcément... Oui, d'accord, mais c'est les pays qui ont fait le choix de dire très clairement, qui décident de contrôler de manière claire qui est sur leur territoire. Et comme le message est clair, eh ben, l'immigration clandestine chez eux, désormais, est en voie de réduction. Il y a un pays qui est une grande démocratie, qui a eu des mesures très catégoriques, c'est l'Australie. C'était avant dans ma précédente circonscription. Qu'est-ce qui se passait en Australie? Il y avait des centaines de personnes qui mouraient en mer pour passer de l'Indonésie à l'Australie. Du jour au lendemain, l'Australie a dit « Aucune personne qui rentrera sur le territoire australien ne sera régularisée ». Il faut passer par un SAS qui sont des pays étrangers où, maintenant on appellerait ça les hotspots, où on sélectionne les réfugiés politiques, etc. Résultat, d'abord ça a été une mesure humanitaire. C'est comme le message est passé, plus personne n'a essayé de passer à travers la mer, il n'y a plus de morts. Deuxièmement, le message est passé, l'immigration clandestine en Australie a considérablement diminué. Alors c'est vrai qu'ils sont aidés par la géographie. Oui. Mais qu'est-ce que je retiens de ça? Je retiens qu'il y a eu un message fort qui est passé, qui consiste à dire, si on rentre illégalement sur notre territoire, on ne sera jamais régularisé. En France et en Europe, on sait très bien que c'est l'inverse. Il y a une prime à l'illégalité. Et ça, quel que soit le gouvernement de gauche ou de droite, vous avez dans tous les textes et tous les règlements des dispositions qui disent oui, mais si la personne peut prouver qu'elle est restée 10 ans, 8 ans, 5 ans illégalement sur notre territoire et qu'elle n'a pas fait trop de bêtises, elle peut être régularisée. Conclusion, c'est une prime. Vous savez très bien qu'il y a toujours une porte de sortie. Donc est-ce qu'on peut régulariser, est-ce qu'on peut contrôler et maîtriser cette immigration? Oui, si on le veut au niveau national. Et 2, si on veut aussi que l'Europe le fasse. Je regardais les dernières déclaration du commissaire européen aux migrations, un grec, qui expliquait que désormais l'immigration devait être la nouvelle norme. C'était son choix. Mais après, je pense que les prochaines élections européennes se feront là-dessus. Quand je vois ce que propose le président Macron, qui est par exemple l'élargissement de l'Europe aux Balkans, de l'Union européenne aux Balkans, et en clair de s'aligner sur l'Allemagne sur un certain nombre de sujets, puisque Mme Merkel est désormais le modèle, notamment sur l'immigration. Je pense que là, il y a un vrai débat et que là, il y a une vraie différence. Et on peut être d'accord avec, par exemple, des mesures concernant la réforme du Code du travail, on peut être d'accord avec des mesures économiques, mais il y a un moment où, là, c'est une question clé. Et pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Un territoire, un peuple, une culture. Un taux d'impôt, une mesure concernant une entreprise, ça change en 24 heures. Ces 3 paramètres, ça ne change pas en 24 heures. Or, aujourd'hui, la vraie question, c'est quelle population, à terme, on veut en France. Et en choisissant cette population, quelle civilisation, quelle culture on veut maintenir pour nos enfants. Alors s'il n'y a pas consensus là-dessus, il y a un autre sujet sur lequel il n'y a pas de consensus, c'est sur la scène internationale. Alors on a vu Emmanuel Macron faire des choses très différentes les unes des autres, soutenir par exemple le nucléaire iranien, soutenir également les accords sur le climat, quitte à aller à l'encontre des volontés de Donald Trump, également dénoncer sa décision de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, mais on l'a vu récemment tenir des propos plus étonnants sur le conflit syrien. Je vous propose de regarder en images un petit retour. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Il est bien connu que la France a été le fer de lance du soutien au terrorisme en Syrie dès les premiers jours. Leurs mains sont couvertes du sang des Syriens. C'est pourquoi ils ne sont pas en mesure de convoquer une prétendue conférence de paix. Ceux qui soutiennent le terrorisme n'ont aucun droit de parler de paix. Quand on a été le premier à libérer les djihadistes de Daesh, on ne nous donne pas de leçons. Et enfin, quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion. Alors avant de réagir, Thierry Mariani, je vous propose de regarder d'abord les réactions sur les réseaux sociaux. On va voir que ça a suscité beaucoup de débats. Doit-on rappeler à M. Macron que pendant 5 ans, la priorité du gouvernement français était d'abattre Assad qui luttait contre les islamistes de la terre entière regroupés en Syrie? Tous les fans d'Assad et de Poutine qui prospèrent sur ce réseau devraient être mis devant France 2 en ce moment et voir Syrie, le cri étouffé. Macron a besoin d'un psychiatre. La France, donc lui, a gagné. La Syrie doit démilitariser, protéger toutes les minorités.
Ce petit merdeux prétend aussi diriger la Syrie, décider de ce qui doit être fait, et pas les Syriens. De surcroît, Assad a toujours protégé les minorités. Syrie, toujours les arguties des dirigeants sur les soi-disant islamistes modérés. Oui, lorsque l'on a fait parvenir directement ou indirectement des munitions à Al-Nosra, on aide les terroristes. Assad ne dit que la réalité. Propos inacceptables de Bachar el-Assad. Oui, il est resté sourd à toute médiation internationale. Oui, il a massacré son peuple. Oui, il a fait le lit de Daesh. Oui, la Syrie ne se résume pas à Bachar el-Assad. Franchement, Juppé est un des acteurs du désastre de la Libye et en partie responsable par son attitude intransigeante sur la fermeture de l'ambassade de France à Damas, de la déstabilisation en Syrie, devrait être plus modeste dans ses propos. Donc non seulement Assad ne serait pas arrêté et jugé, mais il sera encore là pour attribuer les contrats de reconstruction du pays aux nations qui l'ont soutenu. Russie, Iran, Inde, Chine. Lafarge, Bouygues, Total peuvent dire adieu au business en Syrie sans rancune. Alors là, on voit encore qu'il y a une diversité des réactions incroyables, y compris dans vos propres rangs, Thierry Mariani, parce que Pozzo di Borgo et Juppé, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Pourtant, ils ne sont pas très loin sur l'échiquier politique. Oui, mais Pozzo di Borgo n'est pas dans ma formation, mais je suis plutôt d'accord avec lui, puisqu'il est centriste, alors que Juppé, je crois encore républicain à cette heure-ci. La Syrie, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je crois être l'un des rares politiques à y aller plusieurs fois. Je crois même être le reprocher d'ailleurs. Oui, oui, et je crois même être le seul à avoir rencontré 5 fois le président ces 2 dernières années. Un entretien la dernière fois, il y a 1 mois, plus d'1 heure et quart. J'y suis allé d'ailleurs, j'en profite, très souvent accompagnant SOS Chrétiens d'Orient, à qui je voudrais rendre hommage, parce que chaque fois, j'ai vu des jeunes Français qui faisaient pas de bruit, qui étaient là pour aider à reconstruire des écoles, qui prenaient des risques personnels et qui peut-être ont une autre vision et qui montrent aussi une autre image de la jeunesse française. Donc, je ne sais pas dans quel côté prendre les choses. D'abord, soyons honnêtes, Fabius Hollande, c'était le pire. Donc, Macron, c'est déjà mieux. Voilà, il y a quand même des déclarations. Avec Fabius et Hollande, on avait vraiment la caricature de ce qui fait que, je vous rappelle, à un moment, on voulait aller plus loin que les Américains. Voilà, et je vous rappelle quand même cette déclaration de Laurent Fabius qui a dit de mémoire, je crois, quand même 2 déclarations extraordinaires. La première, c'est Jabhat el-Nosra fait un bon boulot. C'est quand même que la branche d'Al-Qaïda dans cette région. Et deuxièmement, Assad ne méritait même pas d'être né sur terre. Voilà. Je ne vous cache pas que cette phrase l'a beaucoup marqué, parce que lors d'un des entretiens, au moment où je lui serre la main, il me dit « Vous serrez la main de quelqu'un qui ne mérite pas d'être né sur Terre ». Voilà. Parce que quand on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez dialoguer après? Qu'est-ce que vous voulez voilà. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? Après 7 ans de guerre, où gagner, soyons réalistes, parce que j'ai écouté le président Macron, nous avons gagné la guerre. On l'a peut-être gagné en Irak, où la France a eu une participation significative. Franchement, en Syrie, même si quelques militaires français, je leur rends hommage, ont participé aux opérations, qui a gagné d'abord l'armée syrienne. C'est plus de 130 000 morts, et ils se battent pour leur pays. Et quand vous discutez avec des jeunes qui sont en permission à Damas et qui vont retourner sur le front en semaine, ils se battent d'abord pour leur pays. Donc d'abord, premier qui a gagné, excusez-moi, c'est l'armée syrienne. Après, les Russes et les Iraniens. Et très franchement, il faut être d'un très grand optimisme ou avoir une force de récupération extraordinaire pour faire comme le président Macron l'a dit, nous avons gagné. En Syrie, franchement, on n'a pas fait grand-chose. Malgré quelques actions, je répète, de nos militaires, mais très marginales sur le terrain. Et on va le payer, ça, directement. Mais par contre, là où on a fait beaucoup, c'est qu'on a été parmi les plus radicaux à chaque fois. Je ne peux pas dévoiler tous les secrets de certains entretiens, mais l'une des personnes que j'ai vues à 5 reprises me disait « Je ne comprends pas votre président. Les déclarations vont plutôt dans le bon sens, mais il y a une fois dans un sens, une fois dans un autre. Et donc, il n'y a pas de lisibilité. C'est-à-dire qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron a fait une déclaration de mémoire en disant « Je ne revois pas d'autre autorité légitime que le président actuel. » Je pense qu'il a raison. Et quelle est la vraie priorité aujourd'hui? Si on veut vraiment arrêter les massacres, etc., c'est quoi? C'est la paix. Or, aujourd'hui, il y a un gagnant sur le territoire. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un gagner la guerre et puis dire, une fois qu'il avait gagné la guerre, vous êtes gentil, je vous laisse la place.
Voilà. Deuxièmement, dans ses dernières déclarations, dire il faut discuter avec lui, puis après le passer au tribunal international. Regardons la réalité de l'histoire. On a jugé à Nuremberg Hitler, pas Staline. Les tribunaux pénaux internationaux, c'est toujours pour les vaincus. Les vainqueurs sont jugés par l'histoire. Et donc, expliquer qu'on va passer Assad au tribunal pénal international, bon, ça fait plaisir à Libé, à trois gauchos de service, Raphaël Glucksmann, ça a dû lui faire plaisir. Vous avez l'air de bien l'aimer, lui. Je l'ai connu. Voilà. Mais en réalité, c'est totalement improductif. Voilà. La vraie question, c'est est-ce que la France veut revenir dans le jeu au Moyen-Orient? Vous savez, on joue à se croire important. Mais aujourd'hui, quand vous discutez avec les officiels syriens, ils sont extrêmement affectivement déçus de la France. Mais aujourd'hui, ils se moquent quasiment de notre position. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous discutez avec eux, ils vous disent que les Italiens, les Espagnols, les Allemands ou quoi nous aient condamnés. Ils ne nous connaissaient pas. Mais la moitié du gouvernement syrien parle français. La moitié des officiels syriens ont un garçon ou une fille qui a fait ses études dans une école de commerce à la Sorbonne ou à n'importe où en France. Ils ont tous un attachement pour notre pays. Ils savent les liens qui unissent notre pays. Et leur discours, c'est de dire « vous auriez dû nous défendre. Vous auriez dû expliquer notre position. Au contraire de ça, vous avez été ceux qui nous ont le plus poignardés. » Voilà. Et moi, je me souviens d'une conversation à Alep avec un député d'Alep et président de la Chambre de commerce qui nous a dit « jamais j'oublierai cette trahison ». Et quand j'entends certains qui disent « il faut être présent pour la reconstruction », je vais essayer de vous dire ça diplomatiquement, faut être un grand imbécile ou un grand naïf, quoi. Voilà, si moi j'ai essayé de mettre le feu à votre maison, vous croyez que c'est vous que je vais appeler pour la reconstruire? Il est évident que pour la reconstruction, et ça m'a été dit là aussi très clairement, passeront d'abord les alliés, après ceux qui ont été douteux à un moment, et puis après les autres. Voilà. Et aujourd'hui, très franchement, que la France soit d'accord ou pas, qu'est-ce que ça change en Syrie? Voilà. À cette heure-ci, les négociations d'Astana ont repris. Je regardais aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, la France n'est pas présente, mais tout se déroule sans elle, et de toute façon, les choses continuent. Donc en réalité, en Syrie, on est en train complètement de disparaître. On joue à se croire important. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner quand je vois M. Le Drian. M. Le Drian a mis en place, je le rappelle quand même, une partie de la politique étrangère du précédent gouvernement. Donc forcément, il ne peut pas dire le contraire. Voilà. Donc on a ce jeu de un pas devant, un pas derrière, où à la sortie notre politique est illisible et de toute façon on continue à être absent. Voilà. Ensuite, si la guerre a duré aussi longtemps, y a 2 ou 3 questions à se poser. D'abord la première, c'est est-ce qu'on n'a pas contribué à rajouter de l'huile sur le feu? Je vois que le président ou l'un des responsables de Lafarge va être jugé en justice. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tout simplement voir M. Fabius et M. Hollande, quelles armes ils ont livrées, à qui, et qu'est-ce que sont devenues ces armes? On est dans un pays où en réalité il faut faire la transparence sur un billet d'avion, mais en réalité vous pouvez livrer des armes à des groupes sans savoir vraiment où elles aboutissent, et tout le monde s'en fout, il n'y a pas d'enquête, il y a une sorte d'absolution. Voilà, premièrement, nous avons jeté de l'huile sur le feu. Et je suis désolé, quand certains responsables syriens disent « vous nous donnez des leçons, mais vous y avez contribué », deuxièmement, il faut se poser aussi la question. Moi, quand je vais à Damas, je vois des gens qui ne sont pas des supporters de Assad, mais qui nous disent « écoutez, c'est ou lui ou les autres ». Et donc on préfère lui. Et la réalité, c'est quand même, dans une guerre, vous ne choisissez pas toujours le meilleur, vous choisissez par moment la moins mauvaise solution. Voilà. Et que ça nous plaise ou non, on ne reste pas 6 ans à la tête d'un pays en pleine guerre civile avec des contingents internationaux si on n'a pas un certain soutien de son peuple. Voilà. Donc je pense qu'en Syrie, on fait complètement mauvaise route. Bon, là, Macron a encore quelques mois pour rectifier la ligne. Si on veut encore être présent un jour dans cette région, c'est absolument urgent. Je me permets quand même d'ajouter que la catastrophe au Moyen-Orient a commencé avant avec la Libye Absolument. Et Nicolas Sarkozy. Absolument. Oui et non. Alors oui, je vous rappelle quand même que quand on est intervenu, quand il y a eu la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, la situation en Libye était en train de se normaliser. Pardonnez-moi, après François Hollande l'a complètement laissé tomber. Mais la grande leçon de tout ça, c'est quoi? J'avais organisé avec Éric Diard, qui est redevenu député, et Didier Julia, les derniers voyages en Irak. Voilà. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous regardez Irak, Syrie,
Libye, laissons ces pays qui n'ont pas du tout la même culture que la nôtre, qui par moment allaient arriver en disant on va transposer la démocratie, ça fait rire, quoi. Moi je me souviens d'une conversation avec certains officiels à la fois en Irak et à la fois en Syrie en nous disant bon ici on ne raisonne pas en parti, on raisonne en tribu, que ça vous plaise ou non, ces gens-là font partie de cette même communauté, de cette même tribu, etc. Voilà, et donc on arrive avec un modèle qui à chaque fois aboutit à la catastrophe. D'autre part, au risque d'en choquer, je pense que dans certains pays il faut un pouvoir fort. Et que quand on n'a pas de pouvoir fort, c'est le chaos. Voilà. Et donc il y a des moments où il faut savoir, regardez si je juge par exemple ce qui s'est passé en Irak sur ces 15 dernières années, Saddam Hussein était un dictateur. Saddam Hussein, effectivement, avait des prisonniers politiques, par moments certains ont été tués, c'est une évidence. C'est condamnable, c'est pas pardonnable. Mais l'histoire, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un régime, si on regarde 10 ans après ou 15 ans après ce qui s'est passé, on a eu 100 fois plus de morts civiles. On a eu 100 fois plus de destruction. Moi, j'ai connu l'Irak à une époque, excusez-moi, où les femmes allaient à l'école, où le pays était autosuffisant. C'est un pays qu'on a détruit. C'est un pays où aujourd'hui les islamistes ont pris pied. Voilà, en réalité, c'est une véritable catastrophe. Et il ne faut pas être naïf. Moi, c'est un peu la conclusion sur ce sujet, si vous permettez. C'est que je suis très surpris qu'en France, des fois, certaines informations passent totalement inaperçues. J'attire votre attention sur une interview qui a été reprise quand même en grande partie par la presse anglo-saxonne d'il y a environ 3 semaines, un mois, de l'ancien Premier ministre du Qatar. Ancien Premier ministre, c'est pas sous-secrétaire, qui dit très clairement « Nous avons aidé les mouvements Daesh et les mouvements islamistes à la demande des États-Unis et nous avons donné plusieurs milliards. » Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grand jeu où nous, on arrive avec nos principes, d'autres arrivent avec leur intérêt. Et il y a un moment où il faut sortir de l'angélisme et il faut se poser, à mon avis, la seule vraie question. Quel est l'intérêt de la France ? Et justement, cet intérêt de la France, l'intérêt de la France aujourd'hui, pour renouer avec notre sujet, la diplomatie française, elle peut être portée par n'importe quel clivage ou au contraire, il faut encore espérer que la droite revienne au pouvoir pour avoir de nouveau un peu d'importance? Je pense qu'il n'y a pas une diplomatie française de droite ou de gauche, il y a une diplomatie française qui sert les intérêts de la France, il y a une diplomatie française qui est omnibulée par les médias ou autres. Les intérêts de la France, d'abord, c'est quoi? C'est la sécurité. Voilà. Si aujourd'hui on veut vraiment que nos concitoyens soient en sécurité, il faut gagner la guerre contre Daesh. Parce que moi j'adore quand on dit qu'on a gagné la guerre contre Daesh. J'espère qu'il n'y aura pas d'attentat demain sur un point de notre territoire, parce qu'on l'a gagné en France. On l'a gagné, pardon. Elle est gagnée au Moyen-Orient, progressivement. Le problème, c'est qu'on est en train de récupérer un certain nombre de combattants sur notre territoire, et ça m'inquiète. Donc si on veut être vraiment en sécurité, on a besoin d'échanges d'informations, on le sait tous très bien. Et si on a besoin d'échanges d'informations, l'intérêt de la France, eh bien, c'est aujourd'hui de rediscuter avec un certain nombre de pays, au premier rang desquels la Syrie, qui a gagné la guerre, et qui aujourd'hui, dans la lutte contre Daesh, est en première ligne, que ça nous plaise ou non, et qui peut nous aider par du renseignement. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu jusque nos studios de TV Liberté entre deux avions. Merci. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos actualités. Et vous pouvez bien sûr liker, un petit anglicisme, notre vidéo sur YouTube avec le pouce bleu. Ce sera un peu mon petit cadeau de Noël, parce que c'était la dernière émission avant Noël et même la dernière émission de 2017, donc vous aurez tout le temps pour la partager, pour la regarder, pour en parler autour de vous. Et nous, on se retrouvera en 2018, Thierry Mariani. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous.